À Bordeaux, la clé des ondes, c'est le 90.10. Ça j'aime. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions. Oh oh oh, je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Nous sommes au mois de janvier 2018 et nous enregistrons cette émission dans les conditions du direct sur la clé des ondes. Et aujourd'hui, nous allons parler de solidarité internationale. Alors pour cela, nous accueillons Elisabeth Hoffmann. Bonjour Elisabeth. Bonjour Maxime. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions. Donc Elisabeth, tu es maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne sur une licence professionnelle solidarité internationale et développement durable. Et donc du coup, en quoi représente qu'est-ce qu'on apprend de cette année de formation ? C'est une licence professionnelle qui vise à former des professionnels vraiment qui peuvent être chargés de projets après. Donc le cœur de la formation, c'est la méthodologie de projet, c'est-à-dire on essaye de transmettre comment identifier, monter et mettre en œuvre un projet, comment chercher des financements, comment suivre et évaluer. Et on vise des projets surtout de solidarité internationale ou de développement durable, mais plutôt dans les pays des Sud dans un sens géopolitique et pas géographique. Tout à fait. Et donc voilà, on les forme sur ces aspects méthodologiques très transversaux et qui concernent tout type de projet, que ce soit dans l'eau comme pour Dynamo ou dans l'éducation, dans l'agriculture, etc. En mettant un accent très fort sur tout ce qui est approche participative, parce que ça nous semble essentiel, et aussi prendre en compte les inégalités dans les populations, par exemple entre les femmes et les hommes. D'accord, très bien. Belle formation, donc du coup en un an, et qu'est-ce qu'il faut avoir fait auparavant pour rentrer dans cette formation ? Alors, on essaye de recruter des candidats et candidates qui ont déjà une expérience associative en tous les cas, et aussi dans des pays des Sud. D'une manière ou d'une autre, on considère que c'est un métier où l'interculturalité est tellement forte qu'on doit quand même avoir une petite idée vers quoi on s'embarque avant d'entamer une année de formation. Et c'est aussi nécessaire d'avoir déjà un profil un peu garni pour pouvoir leur donner une réelle chance d'une insertion professionnelle après. C'est pas en un an de formation qu'on peut avoir vraiment un espoir de trouver un emploi après, dans les ONG de solidarité internationale par exemple. D'accord. Hein. Et donc du coup en bagage technique, alors, les prérequis pour rentrer dans cette formation, il faut avoir un bac je suppose, et... Il nous faut un bac plus 2 en fait, parce ouais. que les licences professionnelles c'est uniquement la 3e année de la licence. Donc un bac plus 2 ou une expérience de plusieurs années. On peut rentrer aussi par la validation des acquis professionnels, c'est aussi possible. Donc il y a différents chemins d'accès. Mais oui, bac plus 2 et un projet professionnel dans la solidarité internationale ou le développement durable au Sud. D'accord. Très bien. Et donc du coup, cette formation existe depuis combien de temps On a actuellement la 16e promo. On a fêté nos 15 ans l'été dernier. Donc oui, on a beaucoup de demandes tous les ans, on est très sollicité. Il y avait une licence professionnelle similaire qui existait avant à Besançon, mais qui a fermé. Donc on est la seule formation universitaire actuellement en France à ce niveau bac plus 2 qui mène à bac plus 3 sur ce champ thématique. Et il y a combien de personnes dans chaque promotion à peu près par an On a a priori un quota de 25, mais parfois on a un peu entre 25 et 30 personnes parce qu'on a des étudiants étrangers aussi qui nous sollicitent et voilà, comme on ne sait pas toujours s'ils arrivent ou pas, s'ils peuvent avoir le visa ou pas, du coup on a un effectif un peu fluctuant sur les premières semaines de l'année universitaire et donc voilà, entre 25 et 30. Ouais. D'accord, donc du coup ces personnes qui sortent de cette formation peuvent travailler dans des grosses ONG, je suppose, françaises ou voire internationales, mais ça ne doit pas être que les seuls débouchés, j'imagine.
Bon, déjà, en sortant de licence pro, rentrer directement comme employé dans une grande ONG, c'est très rare. Il faut D'accord. être très réaliste là-dessus. Beaucoup de nos diplômés passent par du volontariat. C'est Les quand même- VIE, là, les volontariats internationaux. Ou les VSI, les volontariats de solidarité internationale. D'accord, je ne sais pas. Donc ça c'est très important évidemment. C'est pas toujours les grandes ONG non plus, c'est souvent aussi les plus petits ou des ONG dans des pays du Sud directement. Parce qu'en effet, il faut pas se leurrer, il y a beaucoup de masters professionnels sur ces thématiques coopération, solidarité internationale. Et donc nos diplômés sont quand même en concurrence avec des sortants de master. Mais c'est là où l'expérience préalable à la licence pro et le stage de 4 à 6 mois fait souvent quand même une différence. Et puis aussi le fait qu'ils sont quand même formés d'une manière très pragmatique et opérationnelle. Donc on va poursuivre cette discussion sur la solidarité internationale juste après cette pause musicale. L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions. Yes, donc belle chanson, hein. Donc du coup c'était qui Théo ? Alors c'était Abd al-Malik, la musique Noce à Grenelle, un slam, un texte et un questionnement écrit de la plume sublime et engagée de ce rappeur français. Bravo, merci bien. Et donc du coup nous allons retrouver Elisabeth Hoffmann qui est maître de conférence à Bordeaux-Montaigne sur une licence professionnelle sur la solidarité internationale et le développement durable. Et donc Elisabeth, tu me disais hors antenne que vous aviez créé un consortium un peu, enfin peut-être consortium c'est peut-être pas le bon terme, mais un regroupement de tous les acteurs de la solidarité internationale qui enseignent sur Bordeaux. Et donc quelles sont les prochaines actions de ce regroupement ? Oui, c'est la 3e année qu'on essaye de mener des actions ensemble. Donc on est en effet de différentes formations universitaires. Ça commence à l'IUT de Bordeaux-Montaigne jusqu'à des masters, par exemple à Sciences Po Bordeaux, mais aussi à l'Université de Bordeaux, donc ex-Bordeaux 4 en économie. Et donc notre licence pro est un peu au milieu. Et on a aussi l'IFED, donc Institut de formation aussi sur le développement. Donc on essaye de se retrouver une fois par an pour faire une action ensemble, aussi pour que nos étudiants et étudiantes se mélangent, échangent, se connaissent et aussi voilà, qu'il y a une synergie, une émulsion qui se crée. Donc cette année, comme l'année dernière, on s'est accroché à la Semaine des Afriques, qui est donc organisée par l'Institut des Afriques. Et on fait le 25 et le 26 janvier 2 journées d'ateliers avec nos étudiants mélangés sur la thématique des migrations. Et tout cela donnera lieu à une conférence publique le 1er février à 18h dans l'hôtel du département où les étudiants vont restituer leurs résultats, leurs conclusions, aussi leurs interpellations des décideurs devant un panel de décideurs, mais aussi d'experts, de personnes, acteurs engagés dans le milieu associatif sur les migrations, et évidemment devant le grand public, avec l'idée en effet d'échanger sur le résultat de ces 2 jours d'atelier. D'accord, très bien, ça va être super intéressant. Donc je répète, le 1er février, l'heure est définie ou... 18h à 18 l'hôtel heures des départements. À l'hôtel des départements. Et on aura l'occasion aussi de profiter de la présence de Micro-Europe qui va présenter son Atlas des migrations, qui est une publication assez récente. Et le réseau Micro-Europe est vraiment un réseau intéressant sur les migrations. Donc ça va être aussi un élément fort de ce 1er février. Donc oui, j'invite tous les auditeurs et auditrices de nous rejoindre. Ben oui, tout à fait, parce que ce sujet de la solidarité internationale est assez peu connu, je dirais, du grand public, parce que c'est un monde d'entre-soi, je dirais. Le réseau sur la solidarité internationale est assez peu développé dans le monde professionnel, parce que forcément, on a plus facilement
des contacts avec les personnes qui sont autour de nous que ceux qui sont à l'autre bout de la planète. Oui, c'est sûr, il y a le côté interculturel qui est très important, mais l'immigration, c'est un bon exemple. On voit bien que finalement, la solidarité internationale nous appelle devant nos portes. Maintenant, justement, avec la crise migratoire, c'est quelque chose où la solidarité internationale n'est pas uniquement très loin, mais aussi dans notre voisinage. Mais bon, au-delà de ça, oui, c'est sûr que c'est une petite niche quelque part, et on le voit très bien avec nos étudiants. Hein. Beaucoup de nos étudiants sont aussi des voyageurs assez passionnés. Hein, souvent, ça commence un peu par ça, par la curiosité, par l'envie de bouger, par l'envie de se dépayser. Et puis après, on a une recherche de sens dans une insertion professionnelle qui peut mener vers cette solidarité internationale. Mais on le voit très très bien dans nos formations. On a des étudiants et étudiantes qui sont hyper motivés et souvent très engagés aussi par ailleurs. Et ouais, vraiment, on recherche de compétences qui vont au-delà de juste acquérir un diplôme. Hein. Ils ont envie d'apprendre pour se rendre utile dans un monde où les inégalités semblent vraiment insupportables pour eux et elles, comme pour nous d'ailleurs. Et donc du coup, tout à l'heure, tu disais que la licence professionnelle que tu diriges était sur la partie de l'approche participative. Quelle est-elle en fait, cette approche participative? Les gens entendent ça, mais ils entendent un mot et pas forcément une définition bien établie. En fait, il faudrait même utiliser le terme au pluriel, hein, parce qu'il n'y a pas une approche participative, sûr, mais il y a vraiment différentes approches participatives. On parle même de différentes échelles de participation. Mais oui, l'idée de base, c'est qu'on essaye de les préparer à ce que les projets dans lesquels ils peuvent s'investir et ils vont trouver une insertion professionnelle, on l'espère plus tard, soient des projets qui partent vraiment des populations concernées, que ces populations concernées peuvent clairement dire ce qu'elles veulent pas, ce dont elles ont besoin, que ce soit des projets qui sont vraiment portés par ces populations et qui ont aussi du coup une chance de durer parce que les populations concernées se les approprient. Voilà, ouais, je pense que c'est vraiment une des consonances importantes de l'aide au développement ou à la solidarité internationale. C'est vraiment de prendre en compte le besoin. Nombreux de puits ont été construits en Afrique sur des endroits où les personnes ne voulaient pas un puits. Et donc du coup, ce puits-là, il n'est pas utilisé à la fin. Donc du coup, on a perdu du temps, de l'argent pour construire un puits qui n'est pas utilisé, ça sert à rien, quoi. Enfin, donc du coup, prendre en compte les besoins est vraiment primordial dans n'importe quelle approche, en fait. Tout à fait, mais il faut faire attention aussi les besoins de qui, hein, parce que là j'ai dit les populations et j'ai dit les populations au pluriel exprès pour souligner qu'en effet même les villageois d'un seul village sont pas homogènes, hein, il faut tenir compte des points de vue des différentes sous-groupes et notamment sur l'eau, ça c'est un exemple typique, hein. Les femmes ont un rôle clé, très souvent dans le milieu rural c'est elles qui doivent chercher l'eau, c'est elles qui l'utilisent en priorité dans le ménage, mais très souvent quand on décide par exemple de l'infrastructure pour faire venir l'eau ou de l'emplacement d'un puits, c'est les hommes qui décident parce qu'on a l'habitude que ce soit les hommes qui prennent des décisions dans le contexte villageois. Et c'est là aussi où on crée des décalages parce qu'on pense être partie des besoins des populations, mais on n'a écouté qu'une partie des populations en réalité. Et ça crée des vrais enjeux dans les approches participatives. Comment faire pour que les populations, dans leur diversité, peuvent participer et que aussi des sous-groupes qui ont moins l'habitude de donner leur avis peuvent s'exprimer et peuvent partager leurs attentes et leurs besoins et leurs craintes. Et toujours sur la thématique que je connais, moi, qui est l'eau, il y a eu des puits qui ont été installés avec des pompes qui venaient d'ailleurs, quoi. On va dire du monde occidental. Et le jour où la pompe est tombée en panne, en Afrique, on entend il faut que le blanc revienne la réparer, quoi. Tandis que si on l'achète la pompe en local,
ils savent trouver les pièces détachées et réparer la pompe. Et en plus, on fait tourner l'économie locale. Donc du coup, c'est vraiment très important de prendre en compte tout le panel qu'il y a autour d'un puits. Donc les populations, le matériel et puis la coordination, la création d'un groupe qui discute de comment réparer cette pompe-là lorsqu'elle va tomber en panne, parce que forcément il y a du matériel mécanique, et donc du coup la mécanique au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'utilisations, elle s'use, donc du coup il va falloir la réparer, et réparer une pompe, il faut forcément des fonds et des pièces détachées, donc du coup il y a forcément un budget, donc du coup comment est réparti au travers les différents usages de l'eau autour du puits, que ce soit les éleveurs ou la population ou une école ou que sais-je autour, qui participent chacun à la hauteur de ce qu'il peut, ou de quelle est la clé de répartition en fait de la réparation de la pompe. Je pense que c'est très important. Oui, c'est toute une ingénierie sociale voilà, qui est au moins aussi important que la solution technique. Ben oui, tout à fait. Ouais. C'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce métier-là, de pouvoir leur dire, effectivement, vous n'avez pas de fonds pour pouvoir créer un puits, mais une fois que le puits sera là, comment vous le maintenez en état en fait. Et pourquoi vous souhaitez le mettre à cet endroit-là. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant. Oui, et en effet, il faut aussi bien réfléchir à tous les effets, parce que, oui, tu mentionnes la question de l'endroit. En effet, on a eu des cas où les femmes veulent pas aller au nouveau puits parce que c'est en plein milieu du village, alors qu'avant, quand elles pouvaient être en dehors du village pour chercher l'eau, c'était un moment de rencontre entre elles. Voilà, ouais, tout à fait. Où elles pouvaient discuter sans contrôle social, entre guillemets. Et puis aussi, tout le lien entre l'eau et la scolarisation des enfants, notamment des filles qui souvent aident leur mère à chercher l'eau. Et si l'eau est plus accessible, on a beaucoup plus de facilité à scolariser les filles. Ouais. Et donc, du coup, on va lancer un petit jingle. Le chemin des transitions, présenté par Maxime Guéquière, cofondateur de l'association Dynamo. Et on va présenter la chaîne YouTube de la semaine. Alors du coup, Pauline, quelle est-elle cette semaine ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo en particulier de la chaîne de l'Agence française de développement. Donc c'est la chaîne YouTube AFD. Et cette vidéo dont je vais vous parler dure 30 secondes. Elle s'appelle « Quel est le plus grand prédateur de l'homme ?» En fait, il s'agit plus exactement d'un petit jeu en vidéo pour comprendre les thèmes des objectifs du développement durable et l'action de l'AFD. D'accord, très bien. Donc du coup, répondez peut-être dans les commentaires avant de regarder la vidéo de l'AFD pour savoir quel est le plus grand prédateur de l'homme. On va laisser en suspens cette question pour nos auditeurs, pour leur laisser le teasing, comme on dit, sur ce sujet important, parce que c'est primordial. Un bon nombre de personnes meurent encore aujourd'hui à cause de cette problématique-là, et donc pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, on peut par exemple, si vous êtes jeune ou moins, parce que je suppose que vous accueillez aussi des personnes un peu plus âgées dans votre formation de licence professionnelle sur la thématique de la solidarité internationale et sur le développement durable. Donc Elisabeth Hoffman qui est avec nous, qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui nous a parlé de l'approche participative et donc du coup de tout ce volet et de l'importance de la prise en compte des besoins dans les pays dits du Sud pour pouvoir former des étudiants à monter ces projets et les évaluer, les faire perdurer et faire en sorte que tout le monde ait accès, je dirais, aux besoins vitaux de la condition humaine. Et donc du coup, quels sont les projets à venir pour la licence professionnelle vous redémarrez chaque année un nouveau cycle, vous faites des thématiques ou Alors, on a en effet tous les ans une nouvelle promo, donc quelque part on recommence toujours à zéro, mais on a toujours des partenaires divers et variés et qui évoluent aussi dans le temps. On a différents exercices pédagogiques, on a des projets tutorés qui amènent nos étudiants pendant 6 mois à travailler à raison d'1 journée par semaine avec une structure commanditaire. Ça peut être
une association. Ça pourrait être Dynamo l'année prochaine, par exemple. Cette année, on a par exemple l'association Projet Solidaire, comme commanditaire, ou l'ADI sur la microfinance. Mais on a aussi la mairie de Billières, à côté de Pau, qui s'engage dans une coopération décentralisée avec Madagascar. Donc c'est des acteurs avec qui nos étudiants s'engagent en petits groupes sur des projets, donc sur 6 mois. Après, on fait des exercices de simulation de montage de projet ou de recherche de financement, aussi avec des commanditaires souvent associatifs. Et on a aussi des séminaires professionnels où on fait venir des intervenants qui parlent de leurs expériences, et qui crée ce lien avec le milieu professionnel qui est essentiel. De toute manière, c'est une formation qui est portée par une chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on essaye de réfléchir à comment former au développement durable avec toute sa complexité, notamment quand on regarde plus la partie moins industrialisée du monde. En effet, il y a beaucoup d'aspects techniques, économiques, mais les aspects culturels et sociaux sont quand même aussi essentiels, et c'est là où on essaye, avec la licence pro, d'expérimenter une forme de formation très appliquée d'une part, mais aussi très pluridisciplinaire de l'autre côté, et aussi des modes de formation assez innovantes, comme par exemple à travers des simulations de montage de projets, où on met les étudiants vraiment en situation réelle, avec l'idée que c'est absolument formateur d'être comme ça, un peu jeté à l'eau, et où dans très peu de temps, ils doivent produire un dossier. C'est ce qui se passe un peu dans le monde réel à l'heure actuelle. Tout à fait, comme dans la vraie vie. En tant qu'acteur associatif, de temps en temps, on a des réponses à l'appel à projet où on n'est pas forcément au courant auparavant, longtemps à l'avance de l'appel à projet. Il faut le monter en 2-3 jours, et du coup, je suppose que c'est un peu ça sur quoi tu formes des étudiants. Tout à fait, la gestion du temps est un élément clé dans tout le monde professionnel aujourd'hui, je pense, mais aussi dans celui de la solidarité internationale, et aussi le travail en équipe. On les fait beaucoup travailler en équipe ça peut être de 2 à 7-8 personnes, mais on considère que c'est quand même un milieu où on travaille beaucoup collectivement, donc il faut savoir s'entendre, même si on n'a peut-être pas envie de prendre une bière ensemble. Il faut savoir se partager le travail, mais aussi le remettre en commun. Il faut savoir trouver des compromis, gérer des conflits. Voilà, ça c'est aussi des compétences transversales sur lesquelles on met quand même le paquet, parce qu'on considère que c'est ça qui prépare aussi nos diplômés à une insertion professionnelle réussie. Ben oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui sur la coopération internationale, il y a bien le mot coopération, et donc du coup, si nous-mêmes on n'est pas capable de coopérer entre structures, je dirais, du Nord, enfin des Nords, parce que j'aime pas trop ce Nord-Sud, mais toujours est-il que c'est quand même hyper important de pouvoir coopérer déjà entre nous, et j'invite les pouvoirs publics à coopérer aussi entre eux, notamment sur un appel à projet commun entre les différentes structures qui puissent exister. Ça serait extraordinaire, quoi. Enfin, ça c'est sûr, ça sera formidable. Parce que le nombre d'appels à projets qu'on a pu faire à Dynamo depuis qu'on existe depuis 7 ans, je peux pas faire de copier-coller sur chacun des appels à projets, c'est pas possible. Enfin, il y a toujours quelque chose qui diffère. Alors certes, c'est la patte de cet appel à projet, et ça je peux le comprendre, mais qu'on soit obligé à chaque fois de représenter toute l'intégralité du projet, c'est usant à force, je trouve. Est-ce que ce monde, je dirais, institutionnel l'entend, ce discours, ou ils sont... Alors, d'abord sur les appels à projets, c'est vraiment quelque chose qui se généralise, et on a vu dans les 16 ans d'existence de la formation qu'on doit de plus en plus mettre le paquet sur ça, préparer nos étudiants et étudiantes à répondre à des appels à projets, parce que c'est le mode d'accès au financement quasi généralisé aujourd'hui. C'est ça, malheureusement. Et avec toutes les contraintes et les rigidités que ça implique. Donc ça, c'est très délicat, et on met vraiment de plus en plus ça en avant dans la formation aussi. Après, sur coopérer globalement,
Ça, c'est extrêmement important, je suis d'accord. Et j'ai parlé d'interculturalité avant, mais elle existe aussi à un autre niveau, entre les cultures institutionnelles, par exemple, entre une collectivité territoriale, par exemple, une association plutôt militante, l'université qui a ses propres rigidités. En effet, on a des logiques d'acteurs qui font aussi qu'il faut vraiment être souple et dans la recherche de compromis et dans la médiation parfois. Donc oui, ça c'est des éléments importants. Alors est-ce que les institutionnels entendent ce besoin de peut-être simplifier un peu les dispositifs d'accès au financement? Je ne peux que l'appeler de mes voeux, mais malheureusement pour l'instant on a plutôt toujours plus de pression et plus de rigidité et moins de marge de manœuvre. Mais bon, voilà, on essaye de se défendre. Voilà, les choses avancent petit à petit. Si on arrive à communiquer, je pense que c'est le plus important et d'entendre tout ça. Donc merci beaucoup Elisabeth de ton intervention sur ce domaine de la solidarité internationale et de la citoyenneté. Du coup, on retient la date du 1er février, si ma mémoire est bonne, à 18h à l'hôtel du département de la Gironde pour un séminaire sur cette thématique-là. Sur la migration, en fait, mais migration dans le contexte de la solidarité et la coopération internationale. Ouais. Super. Et donc, du coup, je remercie Théo, Xavier, Pauline et Sarah en service civique à Dynamo, et Stéphanie pour l'organisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Association Dynamo. Vous pouvez retrouver les informations sur la page Facebook, le compte Twitter, retrouver les images de l'émission sur le compte Instagram et si vous êtes contre tous les réseaux sociaux et que vous êtes quand même curieux de savoir ce qui se passe au sein de l'association Dynamo, vous pouvez aller taper le hashtag Dynamo tout attaché sur le compte de Framasphère, qui est un réseau social libre, et son, je dirais, petit frère entre guillemets, Mastodon, qui est un compte, un réseau qui est libre également et qui représente un petit peu le monde de Twitter. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.